table ronde que nous avons, la première table ronde de la matinée, elle concerne cette question du virage domiciliaire, qui est aujourd'hui le centre de la réflexion sur les politiques gérontologiques et la question de l'autonomie. L'avenir, on nous dit, de la prise en charge, c'est bien le domicile, et donc on va parler de cette évolution des prises en charge, de la question du logement, de la question évidemment des services et des outils qui permettent de prolonger l'autonomie à domicile. Et je vous propose qu'on commence d'abord cette table ronde avec Rémi. Rémi, Aesio Santé est un acteur à la fois du médico-social et du domicile. Vous avez une action que je connais bien par mon passage par la mutualité, qui est très large. Est-ce que tu peux nous brosser la vision que tu as comme acteur opérationnel, acteur de terrain, de l'évolution de la prise en charge de l'autonomie, du grand âge, et comment vous voyez cette question du virage domiciliaire chez Aesio Santé? Merci Albert. Oui, je vais prendre la parole. Tu as rappelé donc pour le groupe Aesio, d'ailleurs qui figure en bonne ligne sur les logos que j'ai derrière moi. C'est un groupe qui s'intéresse particulièrement, tant au niveau assurantiel qu'au niveau établissement, au grand âge. On a édité les cahiers de la longévité avec une vraie réflexion dessus. On participe au groupe Matière Grise également avec Luc Broussy et Jérôme Gage. Cette question du grand âge et de cette évolution nous intéresse particulièrement. Quand on a travaillé dans le cadre de notre groupe de réflexion, on s'était dit finalement que si on projetait l'EHPAD un peu comme les pays d'Europe du Nord, plutôt vers le domicile, à presque aller jusqu'au bout de la suppression finalement des établissements de type EHPAD. Voilà. On avait cette réflexion du domicile, de l'aménagement du domicile. Ce qu'on oublie, c'est que dans notre pays, finalement, on arrive à maintenir en vie des gens qui ont un état de handicap, un état de détresse relativement important. Et que finalement, on devait avoir une réflexion qui était beaucoup plus globale, à la fois sur les établissements, et maintenant, aujourd'hui, on prône une véritable reconversion des EHPAD en établissements gériatriques de proximité. Pour nous, c'est les GIR 1, 2 et 3, peut-être même 1 et 2 dans le futur, avec une vraie sanitarisation, la capacité finalement de prendre des patients lourds, de gérer également des fins de vie. Une réflexion également pour avoir des lits d'urgence, pour pouvoir accueillir très rapidement des patients en détresse. Je ne parle pas de détresse vitale, puisque là, ça serait les urgences de type hospitalière, mais des urgences qui nécessiteraient qu'il y ait une surveillance et soient dirigées vers ce type d'établissement. Et également, évidemment, du maintien à domicile, mais sans opposition entre les deux. Et ce maintien à domicile serait plutôt sur des GIR, on va dire, 3 maximum, 4, 5 et 6, avec un véritable aménagement des structures domiciliaires. Et quand on dit domicile, pour nous, c'est pas du tout le domicile des personnes, parce que vous le savez si vous intervenez souvent au domicile des personnes, le constat qu'on peut faire, c'est que ce sont des endroits qui ne sont absolument pas adaptés à la prise en charge de quelqu'un de vieillissant. D'abord, largeur des portes, accessibilité, possibilité d'avoir un brancard, possibilité d'avoir des fluides médicaux, possibilité d'intervenir des équipes médicales. On met le lit dans le salon, on voit bien qu'il y a des utopies sur lesquelles il ne faut pas rêver. Par contre, du maintien à domicile, dans des habitats, même si ce sont des habitats sociaux, des habitats mixtes, avec des logements purement adaptés pour du maintien dans le quartier, etc. Oui, là on est parfaitement d'accord. Et d'ailleurs, on a travaillé un projet avec la FNMF, qui est l'EHPAD hors les murs, qui s'appelle le DRAD, et pour notre groupe, qui est le projet Daphné, j'y reviendrai bien si on me donne la parole dessus, avec plus de détails pour vous expliquer ce qu'est Daphné. La problématique, et je suis très content qu'il y ait Vincent Augusto à mes côtés, la vraie problématique, c'est le dépistage des fragilités à domicile, par qui et comment. C'est d'être plutôt dans du préventif, et on le verra, voire même dans du prédictif, de façon à mettre les personnes toujours au bon endroit et de ne pas attendre la survenue finalement des fragilités pour leur trouver une solution. Du coup, quand même, ça a aiguisé notre curiosité. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur Daphné? On en a parlé hier. Je ne suis pas sûr que dans la salle, tout le monde ait bien compris.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'EHPAD hors les murs? Alors c'est une EHPAD complexe et il ne faut pas qu'on se trompe, c'est-à-dire que derrière, il ne faut pas que cette EHPAD dans les murs, finalement, ça soit une HED ou un SIAD. Parce qu'une HED ou un SIAD, tous les gens qui sont dans cette salle, tous les professionnels de santé savent parfaitement ce que c'est. Voilà. On veut vraiment aller plus loin. Quand on dit EHPAD hors les murs, c'est véritablement retrouver la qualité de prise en charge qu'on a dans une EHPAD hors les murs. Qu'est-ce que c'est que cette qualité de prise en charge? Elle est sanitaire, évidemment. On va retrouver dedans du SIAD, on va retrouver de la prise en charge à domicile, classique, qui va venir compléter. Il nous faudra une plateforme d'organisation. Parce que l'un des éléments les plus péjoratifs du domicile, c'est qu'aussitôt qu'il y a des soins un petit peu lourds, c'est l'organisation. Quand il faut faire se croiser le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, l'aide ménagère, le kinésithérapeute, et voire d'autres professionnels, une, voire 2 fois dans la journée pour certaines activités, ça devient particulièrement complexe. Donc là, il faut qu'on travaille sur ces plateformes de programmation. Donc c'est complexe, c'est de l'ingénierie. Également, il faut qu'on ait une véritable réflexion sur le mode de vie. Donc il faut qu'on ramène de la sociabilité à domicile. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que ces personnes aient un lien social. Et donc là, on travaille sur ce lien social et la mise en place de ce lien social. Il faut également conserver une vie dite classique, c'est-à-dire là, c'est une activité de conciergerie. J'ai envie d'une corbeille de fruits. Je dois pouvoir avoir cette corbeille de fruits de la même façon qu'avant je descendais ou je demandais à mon aide ménagère d'aller me la chercher. Il faut retrouver ça. Si je veux un bouquet de fleurs, je dois pouvoir l'avoir. Si j'ai mes petits-enfants ou mes enfants qui viennent, je dois pouvoir me faire livrer un repas. C'est également l'aménagement complet de ce domicile. Et ce que je vous avais dit, il vaut mieux l'anticiper, c'est-à-dire prévoir des domiciles adaptés. On réfléchit avec les bailleurs sociaux à dédier des cages d'escalier à ce domicile. C'est-à-dire que là, on ne reconstruit plus des structures dédiées aux personnes âgées. On décide que dans un immeuble qui a 4 cages d'escalier, il y aura une cage d'escalier totalement dédiée finalement au handicap et à la prise d'âge. Un accès facilité aux professionnels de santé, un accès facilité aux pompiers, la possibilité d'avoir un lien Internet à haut débit de façon à pouvoir faire une activité de télémédecine à l'intérieur du domicile, de pouvoir faire des soins infirmiers avec une mini-dasserie, etc., etc. Et vous voyez, vous pouvez très bien habiter dans ces immeubles, si on arrive à en faire suffisamment, dans la cage d'escalier 1 ou 2, et finalement de migrer dans la cage d'escalier 4 lorsque votre état le nécessitera. Du coup, votre environnement social, globalement, ne change pas énormément. Voilà, donc cette EHPAD dans les murs, elle est très organisationnelle, elle vise finalement à retrouver tout ce qui fait la qualité de vie que l'on a lorsqu'on est en dehors de ce circuit, voire même une amélioration de cette qualité de vie, parce qu'on a pu faire quelques expérimentations sur nos établissements et sur notre domicile avec ces conciergeries et cette ébauche de sociabilisation, et on s'aperçoit finalement que c'est mieux que le domicile classique où parfois l'organisation n'est pas topissime, où le lien social se délite, etc. Merci, merci Rémi. Je me tourne maintenant vers Vincent Augusto. Vous êtes professeur, directeur du Centre Ingénierie et Santé de l'École des Mines de Saint-Étienne. Et quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez le défi autour de cette question de rester chez soi et du virage domiciliaire, c'est à la fois un défi organisationnel et technologique. Alors je vois bien le lien avec ce que vient de présenter Rémi en disant que le groupe Aesio était beaucoup dans ces questions à la fois d'innovation organisationnelle et d'innovation plus générale. Voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous brosser comment on travaille et sur quoi travaille autour de ces questions d'innovation l'école des mines ? Oui, merci. Donc effectivement, quand on pense à l'école des mines, on pense surtout à de l'ingénierie de domaine scientifique, on va dire, beaucoup plus proche du matériau, de la mécanique, etc. Mais on a développé à l'école des mines un centre ingénierie et santé qui se situe d'ailleurs juste à côté de l'hôpital Nord, à Saint-Étienne, donc avec une localisation étudiée à l'avance pour pouvoir justement favoriser ces travaux-là. Et effectivement, aujourd'hui, on est capable de travailler en ingénierie sur ces défis-là qui vont être en lien avec le maintien à domicile. Et donc finalement, quand on pense à l'ingénierie, j'imagine que vous pensez à l'industrialisation, l'automatisation des tâches,
Et bien finalement, ça c'est des choses que l'on peut également appliquer aux thématiques dont on parle ce matin, même si ce n'est pas forcément naturel, il y a des choses qui sont absolument essentielles qu'il faut penser à l'avance. Et finalement, le défi du maintien à domicile, rester à domicile, ça passe aussi par résoudre ces problèmes-là. Comment est-ce qu'on va faire en sorte... Et donc là, je fais écho à ce qui a été dit par Rémi Bouvier à l'instant. Il parle d'organisation, il parle de ressources qui se croisent à certains moments dans la journée, il parle de défis pour faire amener les médicaments dans le domicile. Et bien là, finalement, on est dans le domaine de l'organisation industrielle, même si ça peut paraître un gros mot, c'est aujourd'hui ces outils-là qui vont nous permettre de résoudre ces problèmes-là. Et donc finalement, si on prend un peu de recul par rapport à cette thématique du maintien à domicile, on se rend compte finalement que la volonté est là, la volonté est bonne en fait finalement de trouver des solutions pour permettre aux gens de rester chez eux, mais finalement les outils qui ont été utilisés, les méthodes ne sont pas forcément les bonnes parce que les pouvoirs publics ou les personnes qui ont voulu en fait développer cela n'ont pas été chercher les compétences au bon endroit. Aujourd'hui, si on veut maintenir les gens à domicile, si on veut favoriser ces approches-là, il nous faut forcément de l'organisation, il nous faut forcément des méthodes qui vont nous permettre d'y arriver. Sans quoi, il va falloir beaucoup de ressources et on va gaspiller des ressources. Sans quoi il va falloir faire des dépenses supplémentaires. Et aujourd'hui, les dépenses, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc c'est là qu'on peut intervenir. Et donc effectivement, on intervient sur deux plans que je voulais un peu présenter aujourd'hui. Le niveau de l'organisation, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc l'organisation, si on veut faire du maintien à domicile, ça veut dire comment est-ce que je fais pour planifier mes tournées de soignants à domicile, notamment dans des territoires où je vais avoir de la montagne, où je vais avoir de la ville, où je vais avoir différents types de personnes à rencontrer qui vont prendre différents types de durée. Donc là, on va avoir des méthodes à appliquer pour pouvoir organiser cela, et ça ne peut pas se faire avec un tableau, avec un papier, un crayon, comme ça pourrait se faire dans le passé. Donc là, on a des choses qui permettent de le faire, et dans l'industrie, on sait faire ça depuis les années 70. On sait faire ça de manière optimale et optimisée. Vous voyez Amazon, comment ça fonctionne. Eh ben, il y a quelque chose qui, là, on peut s'inspirer du modèle qui a été fait, en laissant de côté, bien sûr, tous les aspects négatifs qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est l'aspect organisation, et ça peut répondre aussi à des défis. Quand on parle de maintien à domicile, il y a des exemples qui sont assez intéressants, du type on veut maintenir à tout prix à domicile, mais la nuit, qu'est-ce qui se passe quand la personne est dans son lit, mais qu'elle a besoin d'aide tout de suite et qu'il n'y a personne à côté? Comment est-ce qu'on fait en fait pour permettre à une aide à domicile pour venir finalement dans le domicile de cette personne pour je sais pas, changer le linge de la personne parce qu'elle s'est souillée malheureusement chez elle ou autre? Et bien là, on peut répondre aussi à ces défis-là grâce à la technologie, en mettant par exemple des outils d'alerte qui vont permettre de prévenir une centrale à un certain endroit, et pour mettre en place des organisations qui permettent de faire en sorte qu'une personne va venir au domicile. Et ça, finalement, c'est pas uniquement... on pense aussi à une nouvelle technologie comme le remplacement de l'humain par des capteurs, par des box, etc. Mais finalement, c'est pas seulement ça, c'est même plus que ça. C'est finalement comment est-ce qu'on peut coupler les deux pour faire en sorte que les nouvelles technologies assistent au mieux les soignants, qu'on ne remplacera jamais, bien sûr, et qui permettent justement d'améliorer ce suivi à domicile. Donc ça, c'est l'aspect organisation. Et si j'ai encore une seconde, sur l'aspect technologie, donc on développe à l'École des Mines en collaboration avec Aesio un Living Lab. Et dans ce Living Lab, justement, on teste des nouvelles technologies qu'on fait soit venir, pareil, de partenaires industriels qui ne travaillent pas forcément dans le domaine de la santé, mais qui ont cœur à développer et à adapter leur technologie au domaine de la santé. Si vous étiez là hier, vous avez vu, on a développé des outils de géolocalisation, c'est pas pour le maintien à domicile, mais de géolocalisation de personnes à l'intérieur d'établissements de type EHPAD, donc avec une société qui travaillait là-dessus, qui s'appelle Cartobat, plutôt pour des musées, pour le suivi de visiteurs. On est capable avec eux de l'adapter en faisant de la co-création. Donc ça, c'est un exemple. Et un autre exemple de technologique aussi qu'on peut développer et qu'on a co-créé avec les soignants, avec les résidents de nos partenaires, c'est des outils tels que des capteurs à domicile, des outils de santé qui nous permettent de suivre les fragilités. Et donc là, je rejoins encore ce qui a été dit par Rémi Bouvier. Le maître mot dans tout cela, c'est d'éviter justement l'hospitalisation, les soins aigus. Et donc ça, on pourra le faire uniquement avec de la prévention. Et donc là, on a des outils comme, j'en cite un, ça va être un outil qu'on a développé qui s'appelle une box, comme une box Internet, mais de prévention des fragilités, qui nous permet de suivre les habitudes de vie de la personne à domicile. Et cette box, ça nous permet justement de regarder ce qui se passe dans le domicile, mais de manière non intrusive, et de
prévenir la personne en lui disant, bah là, vous voyez, vous êtes sur une tendance qui fait que je pense qu'il faut que vous alliez voir votre médecin généraliste pour que vous regardiez un petit peu qu'est-ce qui peut être fait pour prévenir une chute qui pourrait peut-être arriver dans les mois à venir. Et donc ça, c'est vraiment des outils aussi c'est des possibilités que nous offrent les nouvelles technologies et qu'on peut développer aujourd'hui. Et encore une fois, sans se dissocier du personnel médical qui doit toujours être là pour apporter son expertise, on va dire. Donc voilà un peu résumé ce qu'on peut apporter. Très bien, merci. On y reviendra dans la discussion tout à l'heure. Sylvie Salavert, donc vous êtes directrice de l'action sociale de la CARSAT Rhône-Alpes et du coup l'action sociale des CARSAT, longtemps tournée sur les personnes les plus autonomes parmi les grands âgés, a toujours été tournée sur une approche transversale entre le sanitaire, le social, la coordination des politiques publiques et en particulier les questions de logement et d'habitat. Comment la CARSAT, elle s'implique aujourd'hui sur ces questions de rester chez soi, de virage domiciliaire, d'évolution des attentes des âgés et éventuellement comment vous réagissez à ce qui a été présenté? Oui, merci Albert. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de Seniors Autonomie parce que c'est vraiment un vrai challenge d'organiser ce rendez-vous annuel. Si on regarde ce qu'on faisait l'an dernier, on n'avait pas la possibilité de se réunir comme ça collectivement. Donc pour moi, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. N'oublions pas que cette crise sanitaire a eu quand même plein d'impacts. En effet, la CARSAT Rhône-Alpes, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, en un mot, c'est la gestion, bien sûr, des retraites. En Rhône-Alpes, c'est 13,5 milliards de retraites payées par an. Donc, c'est dire quand même le poids économique de la caisse régionale. Et c'est 1 300 000 retraités. Donc, il y a de quoi faire, en effet, en termes d'accompagnement du domicile, du virage domiciliaire. Mais en fait, comme on le dit, le titre de la table ronde, c'est le rester chez soi, mais quel chez soi? Et ce chez soi, en fait, réinterroge les politiques globales du vieillissement. Les solutions sont multiples, on le voit au travers des échanges entre hier et aujourd'hui. Les facteurs de réussite sont nombreux. Pour nous, en effet, la CARSAT Rhône-Alpes développe une stratégie d'adaptation des logements parce que nous partons de 3 constats clés. Déjà, la qualité du logement et la qualité de l'environnement sont indissociables. On vient de parler de tous les services qui sont nécessaires pour réussir un maintien de l'autonomie. Mais c'est aussi toute l'accessibilité, la mobilité, l'accès aux soins, l'accès aux loisirs, la lutte contre l'isolement. Donc c'est un domaine complexe, en effet, cette question de l'adaptation des logements. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est le nombre de décès par an. Plus de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans décèdent suite à une chute, et bien souvent à domicile. Et 85% passent aux urgences, en effet, suite à des accidents domestiques qui ont lieu dans le logement. Et enfin, le troisième constat, c'est le désir de tout un chacun de rester à domicile. Mais quel domicile? En effet, on voit bien qu'il peut revêtir différentes formes. Et là aussi, on a à faire évoluer la culture et je veux rester vivre dans mon domicile. Pas forcément. Le rester chez soi, c'est peut-être un chez-soi qui apporte confort, sécurité et soins, tout en maintenant le lien social. C'est ce que vous avez souligné tout à l'heure. À partir de ces 3 constats, notre enjeu pour nous en tant qu'organisme de sécurité sociale centré, comme vous le dites, sur une approche de prévention, c'est tout d'abord comment lever les freins individuels pour adapter le logement. Comment changer cette culture de la compensation du handicap, de la dépendance. En effet, forcément, avec l'avancée en âge, il y a des fragilités qui s'installent. Mais le logement, c'est aussi avant tout de la sécurité, du confort, du bien-être et de la qualité de vie. Comment on peut inverser en fait ce regard pour faire en sorte que les freins, que les retraités, que les seniors rencontrent pour adapter le logement le plus précocement possible puissent être atténués. En effet, nous avons mené une étude auprès des retraités
Et nous avons constaté que seulement 9% de ces retraités arrivaient à se projeter et envisager de réaliser des travaux pour anticiper les risques inhérents à l'avancée en âge. L'autre enjeu, comme on le disait tout à l'heure, l'adaptation du logement, c'est aussi toutes les questions de mobilité. Il ne s'agit pas d'adapter un logement et de laisser la personne enfermée dans son logement au 5e étage sans ascenseur. L'idée, donc, c'est bien intégrer, et ça, je crois que la loi d'adaptation de la société au vieillissement avait bien été un marqueur fort de cette approche globale du vieillissement. Enfin, le dernier enjeu, c'est quel chez-soi. Essayons aussi là de se projeter et de dépasser le chez-soi dans lequel nous avons tout le temps vécu, où en effet, on a eu des habitudes, on a une histoire de vie. Peut-être que ce chez-soi, si on met un peu en perspective le sujet auprès des retraités, eh bien, ça sera un chez-soi différent, ailleurs, mais adapté et intégré dans la vie sociale. Alors, notre logique d'intervention, elle est, j'ai envie de dire, en 3 étapes clés. Pour nous, c'est la sensibilisation, la prévention, le plus précocement possible pour inciter les personnes à adapter leur logement. Et pour ce faire, nous avons, avec les autres caisses de retraite, je vois le président de la MSA, mais on a aussi la Caisse des Mines, et aux côtés des caisses de retraite complémentaires, nous menons des actions collectives de prévention pour travailler sur ces questions d'habitat avec des groupes de retraités de 15 à 20 personnes. C'est vraiment l'occasion d'échanger, de partager, de faire part aussi de ces angoisses, parce que qui dit adapter, comme on l'a dit compenser des fragilités, et on n'a pas envie de se voir dans le miroir avec de telles perspectives. C'est l'occasion aussi de parler de toutes les solutions possibles, notamment des questions d'aide technique, de domotique, parce que c'est encore pas suffisamment ancré dans la vision aussi des aidants, mais aussi des seniors. Et en fait, on a constaté que ces ateliers collectifs de prévention sont un vrai levier pour amorcer cette démarche qui est quand même complexe. Adapter un logement, c'est pas simple. Et nous avons constaté que 33% de ces retraités avaient, dans les 6 mois, dès la fin des ateliers collectifs, avaient engagé des travaux et 1/3 avaient recours à des aides techniques. Donc c'est possible, mais il y a besoin d'accompagner la maturation de ces projets. Le deuxième segment de notre intervention, c'est l'accompagnement. Accompagner les parcours des seniors. Ça passe par un diagnostic habitat. En effet, vous en avez parlé aussi. L'idée n'est pas de plaquer des solutions toutes faites. Les technologies peuvent apporter un plus. Mais quel est le sens à tout ça si on ne reparle pas du projet de vie des personnes à domicile? C'est pour ça que nous avons un réseau de travailleurs sociaux qui rencontrent les personnes pour faire un point de situation. Là aussi, si on adapte un logement, mais si on n'a pas de service d'aide à domicile qui peut intervenir, ça ne servira à rien. Ça fera plaisir à la personne parce qu'elle aura un logement adapté, mais elle n'aura pas les soins et le parcours de vie de ce senior sera altéré, sera fragilisé. Dans cette adaptation du logement, nous avons un vrai enjeu au niveau de la CARSAT puisqu'on s'occupe des risques professionnels à domicile. Et qui dit adapter le logement pour l'aidant, pour la famille, c'est aussi intervenir pour préserver les intervenants à domicile qui auront à effectuer des actes professionnels dans un endroit un peu plus sécurisé. Changer un tapis, mettre des barres d'appui, c'est aussi une aide pour l'aide à domicile. Installer des systèmes facilitateurs pour la mobilité des personnes, c'est aussi un plus pour préserver la santé de nos intervenants à domicile. Donc on voit bien qu'on a un binôme au domicile qui est l'aidant et l'intervenant, la personne aidée et l'intervenant professionnel. On a aussi un vrai enjeu en termes d'accompagnement, ce sont tous les seniors qui vivent dans le parc social. Et en fait, on sait que plus de 30% de ces personnes vivent dans des logements sans ascenseur. Et au sein du parc social, nous avons une problématique du vieillissement qui se présente avec vraiment acuité. Nous avons des partenariats avec les bailleurs sociaux pour les soutenir dans leur politique de prise en compte de ces questions de vieillissement. Quand on dit partenariat, ça passe par la co-construction
mais aussi des soutiens financiers pour être facilitateurs, en lien aussi avec la Banque des territoires. L'autre aspect de notre logique d'intervention, c'est d'amplifier le développement de solutions alternatives. On parle entre le domiciliaire, le tout domicile et l'EHPAD, forcément, il y a des solutions intermédiaires parce que la fragilité, elle s'installe de façon progressive. La dépendance ne vient pas d'un seul coup, mais quid si on ne veut pas aller en EHPAD, même si aujourd'hui il y a un certain nombre de nouveaux projets qui valorisent le plus possible la nature des services qui peuvent être apportés. Ces solutions intermédiaires, je parlerai notamment des résidences autonomie, tout le monde les connaît. Elles sont des solutions intermédiaires, elles sont bien souvent situées dans les centres-villes et pour autant, nous constatons des taux d'occupation très fragilisés. Nous avons une baisse d'attractivité de cette offre. Nous accompagnons avec la CNSA et la CNAV des plans d'investissement. Ces résidences autonomie, elles ont besoin d'être rénovées, d'être réhabilitées en termes architecturaux, mais pas que, en termes aussi de projet de vie et d'actions tournées vers l'extérieur. On a un vrai enjeu en termes de solutions intermédiaires. Et je voudrais saluer le travail, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de cet habitat intermédiaire pendant la crise sanitaire, et je voudrais saluer vraiment tous les acteurs qui ont travaillé au sein des résidences autonomie pour assurer une continuité de service. On a parlé de l'EHPAD, du domicile, mais croyez-moi, dans les résidences autonomie, il y a eu aussi un très fort impact. Et puis, j'ai envie de partager avec vous d'autres formes. On a parlé de l'habitat inclusif. En effet, c'est une vraie évolution et on le voit aujourd'hui dans les politiques locales avec l'Agence régionale de santé, les conseils départementaux, et nous sommes à leur côté pour co-porter des appels à projets. Nous pensons que c'est vraiment un process en devenir, cet habitat inclusif. Il y a un autre point aussi que nous souhaitons vraiment renforcer au sein de la région et dans les départements avec nos partenaires, c'est la cohabitation intergénérationnelle et solidaire. Alors c'est quoi cette cohabitation intergénérationnelle? C'est faire se rencontrer un jeune et un senior qui a envie de partager et qui dispose d'une chambre, d'un espace inoccupé. C'est une solution simple qui est complètement modulable, adaptable, qui n'est pas encore inscrite dans notre culture, mais nous avons des formules, soit de convivialité, soit plus de solidarité. C'est un réseau qui est structuré, il y a une contractualisation de cette relation pour qu'il y ait une vraie confiance. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec le réseau Cohabilis qui coordonne les structures existantes sur les départements. Et sur Saint-Étienne, nous avons la chance de travailler avec l'OSPA et nous avons constitué un certain nombre de binômes et ça rend service à tout le monde. C'est vraiment le contrat solidaire. C'est peut-être aussi une autre dimension à donner à l'intergénérationnel. Croyez-moi, nous y croyons. Nous pensons que nous sommes qu'au début de la démarche. Sur Rhône-Alpes, c'est que 200 binômes, c'est jamais suffisant, mais c'est un vrai process qui est en train de se structurer. Et enfin, bien sûr, on parlait d'innovation, et j'en ai terminé. L'innovation, en effet, nous voyons beaucoup de projets dans le cadre de la Silver Economy, mais mon collègue de droite en parlera mieux que moi. Nous portons, en effet, nous soutenons pour sourcer le plus possible toutes les initiatives locales, avec notamment un espace de discussion, d'échange qui s'appelle le Vivalab, entre caisses de retraite, mais aussi la Banque des territoires. Mais comment rendre pérenne? En effet, nous qui sommes sur le terrain, nous avons plein de projets introduisant les nouvelles technologies, la domotique, mais comment passer de la preuve de concept au cas d'usage? Comment aussi intégrer toutes ces nouvelles offres dans l'écosystème social et médico-social? Et enfin, j'ai envie de dire que l'innovation, aujourd'hui, il y a une priorité urgente, c'est comment renforcer l'attractivité des services à la personne. Je crois qu'il y a une fragilisation parce qu'on peut parler d'innovation, mais pour moi, aujourd'hui, il y a une urgence. L'innovation, c'est vraiment comment redonner des leviers d'action au secteur de l'aide à domicile qui sont les accompagneurs du quotidien. Merci.
Merci. On peut applaudir Sylvie. On voit de la conviction à la CARSAT Rhône-Alpes sur ces sujets. Merci Sylvie. Le champ est hyper large. Moi, je me permettrai la question de quel chez soi, elle est évidemment fondamentale. Et on y reviendra. Hein, je ferai réagir les autres panélistes sur cette question. On a la MSA au premier rang, on n'oublie pas les MARPA, par exemple, qui est une initiative de la sécurité sociale aussi très importante en termes de notre chez-soi, qui reste un chez-soi, mais pas forcément celui dans lequel on a passé toute sa vie. Alors, Nicolas Ménet, pour terminer un peu le premier tour de parole, vous êtes le directeur de la Silver Valley. Et vous allez nous rappeler ce qu'est la Silver Valley, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait ça en tête. Mais en tout cas, je comprends que vous avez un poste d'observation extrêmement large sur tout ce qui se passe en termes d'initiatives, de services, de solutions autour de ce besoin des personnes âgées, qui sont aussi des consommateurs, de rester chez eux le plus longtemps possible. Et c'est intéressant qu'on vous entende à la fois voir un peu votre vision de ce qui est en train de se passer autour de ces questions d'innovation et de finalement capacité qu'offrent les acteurs économiques à rester chez soi le plus longtemps possible. Merci beaucoup, bonjour à tous, je suis ravi d'être là aussi. Vous avez vraiment tout dit parce que je crois que c'était très précis, très clair et en tout cas, alors effectivement, Silver Valley, je vais peut-être le rappeler parce que originairement, on n'est pas ici en région Rhône-Alpes, on est en région parisienne, mais aujourd'hui, on a un spectre d'intervention qui est très large puisqu'il est maintenant européen. Alors Silver Valley, ça existe depuis 10 ans. C'est donc le principal pôle d'innovation dédié à la longévité en Europe, avec plus de 4500 entrepreneurs qui viennent de toute la France et aussi de plus en plus d'Europe. C'est plus de 300 projets qui sont accompagnés. Donc quel est notre rôle? Et chez Silver Valley, on a 3 métiers. Le premier métier, évidemment, quand on a une communauté de 4500 personnes, tous intéressés par les mêmes sujets de la longévité, il faut faire vivre cette communauté. Il faut créer des synergies, il faut mettre les gens les uns en relation avec les autres. Donc ça, c'est ce que font les pôles de compétitivité, les gérontopôles, les clusters aussi, puisque Silver Valley est un cluster à la base, mais on n'utilise plus trop ce terme aujourd'hui de cluster. Surtout quand on parle de longévité, il vaut mieux éviter de parler de cluster. Donc je parle de pôle d'innovation. Donc ce premier métier, le deuxième métier, c'est bien sûr l'accompagnement entrepreneurial et vous avez mis le doigt exactement sur le sujet d'aujourd'hui. La Silver Economy va fêter ses 10 ans en 2023, donc c'est vraiment demain. Et aujourd'hui, quelles sont les licornes de la Silver Economy? Quelles sont les startups? Quelles sont les scale-up de la Silver Economy qui sont aussi importantes que les Blablacar et autres? Évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Alors il y a bien sûr des très beaux projets, il y a des très belles innovations qui ont bien fonctionné. Mais notre objectif, c'est évidemment d'amener ces porteurs de projets qui ont parfois des idées absolument géniales à créer non seulement des entreprises qui proposent des emplois non délocalisables, des véritables innovations de rupture qui créent des nouveaux marchés, qui répondent à des véritables besoins, qui rentrent évidemment en écho avec ce que les pouvoirs publics attendent aussi en termes notamment de prévention. Donc ça, c'est la dimension d'accompagnement entrepreneurial qui est absolument fondamentale. Et bien sûr, notre troisième métier, c'est d'avoir une vigie prospective sur la société de la longévité, puisqu'aujourd'hui, vous avez 25% de personnes de plus de 60 ans, près de 16 millions de retraités. Tout ça va s'accroître. Là, je l'apprends à personne ici, j'espère en tout cas. Il va falloir absolument répondre à tous ces besoins. Aujourd'hui, maintenant, on parle de ce virage domiciliaire, mais ensuite, on va parler du vieillissement actif, puis aussi de la dépendance, etc. C'est vraiment un enjeu majeur, évidemment, qui, malheureusement, ne figure pas en premier lieu dans le plan, par exemple, 2030. On aurait bien aimé avoir une petite ligne sur transition démographique, et apparemment, ce n'est pas le cas, et c'est bien dommage, parce que ça, c'est un enjeu clé. Donc, le travail de Silver Valley, c'est on a créé une communauté avec 9000 personnes âgées, qui ont entre 60 et 90 ans, globalement, avec plusieurs associations clés, comme Hold
Up, évidemment, que je salue ici, et d'autres associations qui, en fait, nous permettent de comprendre exactement quelles sont les attentes et les besoins. Donc j'ai envie de dire par rapport au virage domiciliaire que le virage domiciliaire se négocie avec les usagers, avec les habitants, avec les bénéficiaires finaux. Et je pense que ça, c'est absolument la clé. Et aujourd'hui, chez Silver Valley, quand on parle d'innovation, il n'y a pas d'innovation qui ne passe pas sans, qui ne se passe pas sans les fourches codines. Je sais que Michel Delaunay va venir tout à l'heure. Elle est la marraine de cette communauté. Et comme elle dit très souvent, rien ne se fait pour moi sans moi. Je pense que ça, c'est la clé, c'est la base de tout ce qui est fait ici. Et effectivement, la CNAV est très, très sensibilisée à ce sujet, puisque la CNAV est le premier financeur public de Silver Valley, que ce soit par l'action sociale, par exemple, ou l'action sociale de l'Île-de-France, ou le Viva Lab dont vous avez parlé. Et la CNAV est très sensibilisée justement au sujet de l'usager. L'usager est au cœur de l'innovation. On ne peut pas faire venir chez les gens, effectivement, toutes sortes de capteurs sans leur demander leur avis, sans comprendre ce qu'ils attendent, etc. Donc cette vigie prospective me permet quand même de rentrer un petit peu dans le détail du domicile. Vous parlez beaucoup d'adaptation du domicile, mais j'irai un petit peu plus en nuance, finalement, puisque avec toutes ces sessions de discussion, ces observations, depuis 5 ans aujourd'hui, Silver Valley a créé cette communauté d'Open Lab, on a fait des suivis au domicile, on a travaillé main dans la main avec cette communauté bénévole qui est très engagée grâce à nos partenaires. Et en fait, on voit bien que finalement, l'adaptation, c'est pas le premier sujet. Le premier sujet, c'est l'ajustement. Et vous avez parlé du fameux tapis. Le fameux tapis, bah oui, ça, c'est un premier ajustement. Changer une ampoule pour avoir plus d'éclairage, c'est un deuxième ajustement. Mettre de l'aération dans sa salle de bain pour pouvoir prendre sa douche avec ses lunettes et pas avoir de la buée, c'est un ajustement. Et ça, c'est le premier sujet. Et pour lever les freins, effectivement, à l'adaptation du domicile, je pense que d'abord, il faut passer par l'ajustement de l'environnement à l'avancée en âge. Et on parle très peu de ça parce qu'en fait, c'est du bricolage du quotidien que font toutes les auxiliaires de vie et les domiciles. Alors, c'est pas forcément légitime, c'est pas un objet noble parce qu'effectivement, c'est plus intéressant de parler finalement de capteurs et autres technologies de deep tech financées par la Banque publique d'investissement. Mais en réalité, le terrain nous montre que mettre un flexible de douche en attendant effectivement que la salle de bain soit réparée, ça peut permettre d'avoir les mains libres. Changer le thermostatique par quelque chose avec une préhension forte, etc. Ça, c'est des petites choses, en fait, qui vont amener progressivement la personne à se rendre compte que son environnement doit s'ajuster. Le terme d'ajustement est absolument fondamental. Et là, je reprends ma casquette, effectivement, en Silver Economy, parce qu'évidemment, dans les Silver Economy, il y a l'économie. Mais ce marché de l'ajustement, ça représente finalement 16 millions de Français, 90 millions d'Européens, et comme l'a dit Albert, ce sont aussi des consommateurs. Donc à un moment donné, comme l'État ne peut pas tout, les gens sont aussi en capacité finalement de mettre la main à la poche pour leur propre ajustement sans être dans une logique ni de prévention, ni de grande politique publique. Voilà. Donc ça, c'est très important de revenir aux fondamentaux de l'ajustement. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est évidemment les professionnels du domicile ont un rôle clé à jouer. Et bien sûr, en général, c'est elles ou eux qui le font au quotidien le mieux possible. La deuxième thématique, c'est bien sûr la compensation. Là, on commence à rentrer dans des logiques de prévention et c'est parfaitement ce dont vous avez parlé. Il y a un moment donné, on a besoin d'aides techniques un peu plus complexes qui sont dans des logiques de politique publique, de prévention de politique publique. Et là, on est dans un stade un petit peu au-dessus. C'est une deuxième phase. Et enfin, bien sûr, et vous l'avez décrit, c'est la gestion de la perte d'autonomie, avec notamment aujourd'hui faire venir le service à domicile. Et alors, l'EHPAD à domicile, je ne vois pas exactement ce que ça peut être très très concrètement, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a plusieurs gradations finalement dans ce virage domiciliaire. Et ce que je voudrais rappeler vraiment, c'est que quand on est sur le terrain au quotidien, comme chez Silver Valley, que ça soit avec les 4500 entrepreneurs, que ça soit avec les 9000 seniors bénévoles, on voit bien que finalement, l'ajustement à l'avancée en âge est quelque chose, c'est vraiment un pied dans la porte finalement pour lever ces freins progressivement, comme vous l'avez dit.
Évidemment, la silver economy, comme je l'ai dit, c'est d'abord de l'économie. Et aujourd'hui, on a quand même cette tendance à penser que l'État peut tout. Je rappelle quand même qu'à la sortie du Covid, la dette publique est équivalente de 116% du PIB. Donc, à un moment donné, les finances publiques, malheureusement, vont se tarir. Donc, quand on sait que 58% du patrimoine en France est possédé par les plus de 50 ans, donc 58% du patrimoine possédé par 30% de la population, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de trouver des financements différents des financements publics. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, avec cette observation, on se rend compte qu'une nouvelle population de personnes âgées est en train d'arriver. Cette population de personnes âgées, les nouveaux vieux, comme ils s'appellent eux-mêmes, les nouveaux vieux, qu'est-ce que c'est qu'un nouveau vieux? Un nouveau vieux, c'est quelqu'un qui a été aidant ou qui est aidant, qui a une très grande expertise finalement, de par son expérience, un savoir expérientiel sur le vieillissement, qui sait exactement où lui-même met les pieds. Il sait qu'au passage à la retraite, une femme a 24 ans d'espérance de vie. Il sait qu'il va falloir adapter le logement, il sait que ça va coûter quand même de l'argent, il sait effectivement que le chez-soi, c'est pas forcément la maison qu'on a fait construire ou acheter il y a 40 ou 50 ans, mais le chez-soi, ça peut être dans une marpa, parce que les marpas sont quand même un concept d'avenir, et ça, il faut quand même aussi le rappeler. Ces nouveaux vieux-là, ils sont en train de challenger complètement nos représentations du vieillissement, et je pense que le rôle de Silver Valley, je pense vraiment, c'est notamment pour les pouvoirs publics, évidemment la CNAV en premier lieu, il faut quand même saluer le travail de la CNAV et surtout l'expertise de la CNAV. Je fais quand même une parenthèse par rapport au Vivalab. Vous trouverez très, très facilement le top 50 des startups de la Silver Economy, qu'évidemment Silver Valley a fait, puisque c'est nous qui avons aujourd'hui une visibilité, comme l'a rappelé Albert. Il y a quand même plus de 50% des startups de la Silver Economy qui sont passées par le Vivalab, ce qui prouve que là, on a un dispositif d'accompagnement financé par le public qui marche. C'est-à-dire que quand on parle de start-up qui marchent, ce n'est pas que des start-up qui ont des subventions, c'est des start-up qui ont levé des fonds, des start-up qui font du chiffre d'affaires, des start-up qui ont embauché des personnes. C'est des boîtes qui prennent leur autonomie et qui deviennent finalement petit à petit des PME et qui reconstituent ce tissu économique dont on a bien besoin aujourd'hui. Donc là, on a vraiment une bonne approche à ce niveau-là. Je ferme la parenthèse à ce niveau-là parce que c'est vrai que là, on a un très bon exemple. Donc voilà un petit peu ces nouveaux seniors qui challengent complètement. Donc il ne faut pas forcément voir l'avenir que sur la perte d'autonomie, la perte de dépendance. Je pense que beaucoup de choses se sont passées. Je voudrais rappeler aussi qu'en post-Covid, 89% des plus de 60 ans considèrent par exemple l'accès au numérique comme un pilier pour la longévité. Donc on n'est pas toujours obligé d'avoir un regard déficitaire sur la personne âgée, qui est en perte d'autonomie, qui est en fragilité. On est quand même avec une génération qui est dans la souveraineté. C'est le mot-clé, c'est la souveraineté. C'est des gens qui veulent choisir, qui veulent décider. Et je pense qu'il faut d'abord changer son logiciel de regard sur le vieillissement. C'est la première brique qui nous permettra à tous ici de pouvoir amener les transformations du domicile, faire accepter que le chez-soi est un autre chez-soi, faire accepter que l'innovation n'est pas forcément intrusive ou technologique, c'est aussi parfois des simples organisations, des simples innovations d'organisation. Donc je voulais vraiment faire passer ce message-là, et le rôle de Silver Valley en tant que vigie prospective de la société de la longévité est là pour ça, donc pour aussi vous aider à faire cette transformation. Donc voilà un petit peu le message que je voulais faire passer ce matin. Merci Nicolas. Alors, je vais revenir vers les deux premiers intervenants, peut-être en commençant par Rémi, à la fois si tu veux réagir à ce que tu as entendu, mais aussi une question, moi, que je voulais te poser, qui est, on voit, se dessine à travers toutes les interventions, le fait qu'il y a beaucoup d'univers, beaucoup d'acteurs à coordonner. Il y a une vraie question de parcours. Rester chez soi, ça demande une organisation qui est peut-être plus complexe que finalement une prise en charge un peu comme en établissement. Moi, je rappelle que la France a été longtemps et toujours le pays dans lequel, sur la tranche des plus de 85 ans, le taux d'institutionnalisation est le plus fort. C'est-à-dire à la fois aujourd'hui, on a un discours sur la priorité, c'est le domicile. Mais quand on se compare avec l'Allemagne, l'Espagne, etc., il y avait une étude de la Mutualité française qui l'avait montré, on a un taux d'entrée en EHPAD qui est beaucoup plus important qu'ailleurs. Donc on a un changement culturel à faire, c'est pas simple.
Et du coup, on voit, il y a des recettes, il y a des solutions d'organisation et des solutions techniques qui se mettent en place. Et ma question un peu provocatrice, c'est mais est-ce qu'à la fin, c'est la fin des EHPAD? Est-ce que le domicile, on a parlé d'EHPAD hors les murs tout à l'heure, est-ce que finalement, ce mouvement auquel on assiste, il signifie qu'on n'a plus besoin d'établissements? Et une question un peu connexe, mais qui peut être un des éléments de la réponse, est-ce que l'EHPAD, c'est pas du tout un chez-soi? Et est-ce qu'on peut pas, est-ce que rester chez soi, c'est forcément complètement contradictoire avec cette question de l'EHPAD? Allez, Rémi, je te laisse te débrouiller avec toutes ces questions. Merci Albert. C'est presque une synthèse ce que tu viens de dire. Mais ce qui est très intéressant sur les prises de parole qu'on a pu avoir, c'est qu'en fait, on voit bien qu'il y a des fils conducteurs qui se rejoignent. Un des fils conducteurs qui se rejoint, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment en phase d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on a compris que les EHPAD telles qu'elles étaient, c'était terminé. Alors, on va redéfinir ce que c'est. On a compris que le domicile tel qu'il était, il était très largement perfectible et que la définition même du mot domicile, il fallait qu'on s'entende dessus et que vraisemblablement le domicile n'était pas son chez-soi historique, mais peut-être un autre chez-soi qui permette d'avoir ses soins. Donc on est plutôt à l'aube qu'à quelque chose qui est complètement défini. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, sur le département du 42, on vient de mettre en expérimentation ce Daphné, cet EHPAD hors les murs. Alors, j'aime pas du tout, effectivement, l'EHPAD hors les murs, ça veut rien dire du tout. C'était simplement pour dire qu'il ne faut plus d'EHPAD. Donc, comme il ne faut plus d'EHPAD, on dit on l'EHPAD hors les murs, comme ça on a résolu le problème, on a retrouvé les EHPAD hors les murs. C'est pas vrai du tout, on l'a dit, ça dépend vraiment du poids du patient, et on voit bien que on s'adressera à des patients quand même plus légers que les patients très lourds. Et on le redit, dans notre pays, on a la chance d'avoir un système de santé très très pointu. C'est-à-dire quand on a une pathologie de type AVC, un accident vasculaire cérébral, on est capable de maintenir quelqu'un en vie. Et dans beaucoup de pays d'Europe, on n'aura pas le système d'urgence qui permettra ce maintien en vie. La problématique après, c'est qu'on a un handicap, et on a un handicap lourd. Et ce handicap lourd, il faut savoir le prendre en charge. Et on voit bien qu'on ne le prendra pas en charge sur le domicile, mais il faudra toujours des institutions pour le prendre en charge. Donc je disais tout à l'heure, cette fameuse EHPAD, elle va se transformer. On a construit à Saint-Étienne, à terme de pilote, après on l'a fait sur Valence et Montpellier, une cité des aînés qui préfigure une vision qu'on aura de l'EHPAD de demain, qui est une sanitarisation très importante de l'EHPAD. Mais là aussi, on est à l'aube, c'est-à-dire qu'il faut qu'on change aussi un certain nombre de statuts dans les EHPAD. Alors tout à l'heure, on parlait de choses techniques, par exemple, est-ce que dans les EHPAD, il faut mettre des gaz médicaux? La permanence des infirmières dans les EHPAD doit être complètement revue, donc il faut amener également, upgrader. On discutait tout à l'heure de la télémédecine. Télémédecine, c'est de la même façon. On a démarré la télémédecine, mais la télémédecine, on ne la maîtrise pas complètement. On a des carences médicales, on a des praticiens qui ne souhaitent pas aller en télémédecine, on a des CHU qui sont débordés. Donc on a beaucoup de problèmes logistiques derrière. Et ce que j'entendais également, la grande nouveauté, c'est qu'on ne travaillera plus jamais seul. C'est mon handicapé, c'est ma personne âgée. Ça, maintenant, je pense que c'est véritablement terminé. Il va falloir qu'on apprenne à travailler en consortium, c'est-à-dire qu'avec des acteurs qui, eux, connaissent une partie du métier. Bien entendu, tout à l'heure, je parlais de conciergerie. Voilà, une conciergerie, c'est un métier. Voilà. Télémédecine, c'est un métier. Le domicile, c'est un métier. L'aménagement du domicile, c'est un métier. Les bailleurs sociaux qui construisent également, c'est un métier. Et ces bailleurs sociaux, il faudra aussi qu'on les fasse évoluer pour qu'ils nous permettent de faire des institutions ou du logement social qui ne soit plus du logement social classique. Dans l'expérimentation qu'on fait, on a fait la distribution du médicament. Avec qui? Avec la Poste. Voilà. La Poste apprend aussi un nouveau métier. Il faut distribuer le matériel médical, aussi un nouveau métier. On travaille avec l'ingénierie pour mettre une box de fragilité au domicile, aussi un nouveau métier. Rien que sur le département du 42, on doit être 5 ou 6 acteurs. D'ailleurs, j'en vois quelques-uns. On va travailler avec la IMV, on va travailler avec la Poste, on va travailler avec IMA. Donc on voit bien là une véritable rupture. On ne sera pas un mono-acteur, on sera une myriade d'acteurs. Et on l'a dit d'ailleurs, la problématique, ça sera l'organisation de ces acteurs. On a un autre défi à réaliser, qui est un défi très très important, c'est que de tout ce qu'on a entendu, qu'est-ce que l'on veut? On veut être pris en compte soi-même, on veut être le décideur.
Pour être le décideur, finalement, il faut une personnalisation. Je veux une médecine personnalisée. Je veux une prise en charge personnalisée. Mais ça s'oppose également à l'industrialisation du process. Si on met cet EHPAD hors les murs, alors maintenant on l'appelait dispositif DRAD, dispositif renforcé. Alors nous on l'a appelé DAFNE parce qu'on pense que ça permet de sortir de toutes ces connotations techniques. Mais si on met en place ce système-là, évidemment, il va falloir qu'on le mette en urbain, il va falloir qu'on le mette en rural. Et l'exigence qu'ont vont avoir l'ensemble des personnes, enfin, les personnes que nous représentons, c'est de dire, quel que soit l'endroit dans le territoire où je suis, j'avais envie d'avoir DAFNE. Pour avoir DAFNE, il va falloir qu'on travaille aussi absolument tous ensemble. Donc, personnalisation et en même temps le défi de l'industrialisation. Et derrière le défi de l'industrialisation, on a les coûts. C'est-à-dire que comment va-t-on faire pour absorber également toute cette partie de population qui va vieillir et de rester dans des coûts parfaitement mesurables et qu'on n'ait pas des restes à charge importants. Et vous savez qu'en mutualité, je parle là aussi devant les présidents de mutuelles, le reste à charge est quelque chose qui nous tient très très à cœur et dans lequel on souhaite qu'il soit le plus modéré possible. Donc là aussi, il y a un travail de fond à faire. Et tout à l'heure, on parlait aussi du MedTech Lab et on parlait des usages. Là aussi, il nous faut des laboratoires d'usage. Il faut que les usagers, les patients, les usagers, peu importe le nom qu'on leur donne, soient à nos côtés pour définir quel type de produit ils souhaitent. Voilà, ça, ce sont nos défis. Merci. Alors Vincent Augusto, est-ce que vous voulez réagir à tout ça? Et en quoi c'est important pour vous de pouvoir justement vous appuyer sur des acteurs comme Aesio Santé pour tester, expérimenter des choses et d'autres partenaires, j'imagine? Oui, alors Rémi m'enlève les mots de la bouche, mais effectivement, il y a des choses qui m'ont fait réagir dans ce qui ont été dit par mes collègues sur l'aspect qu'on ne travaille plus tout seul, que finalement l'usager doit être au centre de ce qu'on développe. Donc aujourd'hui, donc nous, des chercheurs, on est des techniciens finalement, on développe un petit peu les choses, on aime bien effectivement la deep tech, etc. Mais c'est des choses aussi aujourd'hui qu'on ne peut plus développer tout seul dans notre coin, à moins qu'on soit quelqu'un qui travaille sur le problème de telle spécialité depuis des années. Aujourd'hui, si on veut faire quelque chose qui est appliqué demain, il faut forcément s'entourer. Et effectivement, c'est tout le sens. Moi, j'entendais parler d'un réseau d'Open Lab, et ça, je trouve que c'est vraiment l'innovation de ces dernières années qui va faire en sorte que les choses vont changer dans le développement et la mise en place des innovations dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un projet de recherche, c'est plus un chercheur savant fou qui va développer ces choses dans son coin. C'est la première étape, c'est de dire, je vais faire venir des personnes qui vivent chez elles et leur dire, voilà, vous êtes des nouveaux vieux, je vais reprendre l'expression. Finalement, qu'est-ce que vous voulez chez vous en fait? Est-ce que vous voulez des capteurs pour qu'on vous dise est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous voulez rien du tout? Est-ce que vous voulez juste une appli? Ou alors, est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille tout simplement? Et finalement, cette première étape, on va demander l'avis aux usagers, on va demander l'avis à des professionnels de santé, on va demander l'avis à des ingénieurs, mais dans d'autres thématiques. Comme on disait, il faut savoir s'entourer maintenant des spécialistes. Et aujourd'hui, on a tous les réseaux, tous les ex-clusters, les pôles qui nous permettent de le faire. Et bien ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est nouveau et qui est une force pour accélérer ce développement. Je m'éloigne un petit peu du sujet du maintien à domicile, mais finalement, tout est lié à cela. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on veut développer ces nouvelles technologies, ces nouvelles organisation, il faut savoir s'entourer. Et aujourd'hui, on a un environnement formidable. Vous avez vu, je suis plutôt optimiste dans la vie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque formidable où demain, vous pouvez peut-être expérimenter chez vous une box qu'on a développée l'année dernière. Et vous allez pouvoir nous dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous allez nous donner une note qui va nous permettre d'améliorer ça l'année prochaine et finalement dans 3 ans vous aurez un nouveau produit qui sera là. Aujourd'hui on est capable de faire des choses dans un temps très rapide et avant, même au début des années 2000, c'était pas du tout le cas en fait. Donc on est vraiment là et justement cette ouverture, le summum de tout cela, c'est l'ouverture, on va dire, de structures de santé, donc comme Aesio Santé, bien sûr, mais pas que, qui vont nous dire, nous, on est volontaires pour justement tester ces nouvelles technologies. On vous ouvre en fait tout notre parc d'activités et vous pouvez jouer avec tout ça. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui est inestimable aujourd'hui, qui nous permet de mettre en place des outils dans les EHPAD, dans les domiciles et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la force de l'aspect on va dire living lab, de l'aspect co-création qu'on entend beaucoup. Et je voulais juste aussi dire un mot, j'ai entendu parler d'habitat inclusif,
Et puis finalement de se dire, moi j'aime bien l'exemple de mettre l'aération dans la salle de bain, parce que moi j'ai pas de lunettes, mais j'imagine que ça doit être pénible de se doucher avec de la buée sur les lunettes. Et donc du coup ça c'est vraiment des choses qui sont en lien avec une thématique que nous on maîtrise pas forcément, mais qui à Saint-Étienne est bien connue, qui s'appelle le design. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour que finalement, on puisse mieux se chauffer, on puisse mieux adapter l'habitat à l'usage qu'on va avoir au quotidien. Et ça, finalement, aussi, c'est quelque chose qu'on est capable de développer aujourd'hui. On a des gens qui sont capables de dire que le design, c'est pas uniquement la forme de l'objet ou son originalité dans un terme artistique, mais c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour faire de l'optimisation, en fait. Et là, on retombe sur les mêmes thématiques. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que notre vie de tous les jours soit la meilleure possible? Et donc là, finalement, ce rapprochement qu'on est capable aujourd'hui d'opérer avec des organismes comme la Cité du Design à Saint-Étienne ou des designers qui font de la recherche dans ce domaine-là, c'est aussi une force qu'on peut adopter, qu'on peut développer à notre époque. Et tout ça, je pense qu'on a finalement tous les ingrédients pour que le maintien à domicile, pour que tout ce qu'on veut développer aujourd'hui fonctionne bien, je pense. Merci beaucoup. On est presque à la fin de notre première table ronde. Est-ce que vous voulez un petit mot de la fin, Sylvie, Nicolas, un mot rapide de conclusion pour vous? Alors, de conclusion ou d'ouverture, on parle beaucoup du parcours de soins, et ce qu'on est en train de voir là, c'est quel parcours résidentiel, en fait. Comment on structure tout ce parcours qui accompagne pas à pas les seniors, qui prend en compte en effet les fragilités qui ne sont pas toutes les mêmes selon les périodes de la vie. En tout cas, c'est un message d'espoir, parce que nous voyons aujourd'hui qu'on a un tissu sociétal très très riche. Nos réflexions ont beaucoup avancé, la crise sanitaire est passée par là, et je pense que demain nous ferons autrement. Très bien, Nicolas, le mot de la fin ou l'ouverture? Merci pour cet honneur. Non, mais je voulais déjà vous remercier, et puis merci pour ce que vous avez dit, parce que finalement vous avez mis le doigt sur deux choses fondamentales par rapport au pôle d'innovation, au cluster, au gérontopôle, qui sont à la fois des outils de développement économique, de compréhension des marchés, mais aussi qui ont toutes les solutions finalement pour l'ensemble des acteurs, puisque le principe même, c'est d'être un pôle en fait où on croise toutes les expertises. Donc ça, c'est absolument fondamental. D'un côté, tout ce qui est développement économique, de l'autre côté, tout ce qui est réponse aux solutions sociétales. Donc ça fait plaisir d'entendre ça et de comprendre ça. Et voilà ce que je voulais dire. Donc je pourrais juste finir en disant, rejoignez évidemment Silver Valley pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, mais ça serait trop publicitaire. Donc je ne vais pas dire ça, bien sûr. En tout cas, merci pour votre accueil, et voilà, je te laisse conclure. On a vu la ficelle. Bon, en tout cas, merci vraiment à tous les quatre. On a aussi dans le salon la possibilité d'en savoir plus, et notamment on a entendu parler à la fois par Aesio et l'école des mines de cette box des fragilités. Si certains sont curieux et veulent en savoir plus, je suis sûr qu'ils peuvent trouver des renseignements auprès du stand d'Aesio Santé par exemple, ou de l'école des mines. Et sur la CARSAT, il y a plein de questions qui se posent. Par exemple, à quel âge il faut commencer à se préoccuper de savoir s'il faut réfléchir à son logement, etc., et comment on peut être accompagné. Et là aussi, il y a le stand de la CARSAT qui peut répondre à vos questions. Voilà. Et donc maintenant, on va... il y a une question. Alors, on peut prendre... je ne sais pas si on a un moyen de porter un micro. Il y a Lucille qui va... Alors, Madame Fuchs, hold up. Bonjour. Bonjour, merci. Je suis très, très heureuse d'avoir entendu tout ce que vous avez développé. Il ne manque qu'une seule chose, c'est effectivement constamment notre travail, essayer de participer, d'être des partenaires de vos recherches, de vos innovations. Moi, je suis du grand âge maintenant, et je pense que nous avons une expérience vécue profonde de ce qui se passe, et que c'est très important que nous parissions dans ces unités de recherche, que nous ayons un rôle, une place en tant que vieux, en tant qu'expérimentants, cette partie de la vie, ce chemin, ce cheminement qui nous amène à un développement et non pas à une perte uniquement, parce que c'est une très grande chose, une chance extraordinaire de vieillir,
mais c'est aussi un très grand risque. Et le risque, c'est de se perdre. Le risque, c'est de se trouver. Et je pense qu'il y a un but, indépendamment des services et des soins que vous essayez de nous prodiguer, c'est quelque chose qui est notre propre présence en tant que personne en développement, personne faisant une partie du parcours de l'homme. Et ça, c'est très très important. Et merci de m'avoir laissé donner la parole pour dire que nous avons envie d'être des participants et que je crois que c'est important, même si nous avons perdu quelquefois un peu la tête et même le corps, eh bien, nous sommes encore des personnes et nous sommes des personnes qui avons des émotions et qui pouvons travailler sur le sens que l'on veut donner à cette fin de parcours. Merci beaucoup. Alors, lequel d'entre vous veut répondre? Non. Est-ce que... alors, Monsieur Augusto, est-ce que la recherche se fait aussi avec les personnes, les seniors, les personnes concernées? Je voulais juste faire une réponse en 1 seconde, donc vous pourrez répondre, mais je vais prendre votre numéro de téléphone après. Comme ça, on pourra vous inviter en tout bien, tout honneur. Ouais, je voudrais juste vous remercier parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'adhérents Hold Up qui participent justement aux Open Labs de Silver Valley. Ils sont ultra motivés, ils sont bénévoles, ils participent absolument à tout ce qu'on propose, que ce soit les sessions de groupe de parole le mardi ou les tests d'innovation le jeudi. Donc vraiment, on les fait participer, ils participent. De toute façon, ils ne nous demandent pas leur avis, notre avis. Et en fait, voilà, il y a vraiment une forme d'utilité, de transmission très importante. Tout ce que vous avez dit, nous on le vit au quotidien. Et merci beaucoup d'avoir porté le projet Silver Valley au sein d'Hold Up, parce que sans vous, on ne pourrait pas avoir cette qualité de compréhension de la société de la longévité. Merci beaucoup, merci à vous.